sera accepté. Ça vient pas de Babzouar, hein, c'est national. Hein. Il n'y a pas une autre solution, cher. Qu'est-ce qu'on dirait? Je ne pense pas que ça sera accepté. Hein. Donc, il faudra le demander peut-être au niveau de l'université, mais ça ne sera pas accepté. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler un petit peu comme ça. On va voir si ça marche, si on avance un peu. معليش. Si ça n'avance pas, je vais dire aux responsables que c'est pas possible. D'accord? On va essayer. Déjà, la connexion Internet, elle n'est pas très bonne. Moi, je vous entends pas très bien. Le cours, il n'est pas facile de le donner comme ça. Franchement, je ne vois pas comment on peut faire du bon travail comme ça. Mais on va essayer de faire quelque chose. On va voir. On va essayer de faire 3-4 cours. Ou bien on va faire un premier bilan. Si c'est possible, sinon il faudra essayer de voir comment, comme vous dites, essayer de prendre une salle et en respectant l'hygiène et en respectant, disons, la distance entre nous, on va essayer de faire les cours en présentiel. Bien. Je vais d'abord présenter un petit peu la spécialité. Bon, dans le génie civil, il y a ceux qui font des calculs qui font surtout des calculs de structure. C'est-à-dire ceux qui vont calculer des structures en béton, qui vont calculer des structures métalliques, qui vont vérifier que ces structures résistent sur un plan sismique, résistent aux actions du vent, etc., etc. Donc ça, vous avez fait un peu ça en licence. Vous avez fait un peu des cours de béton, des cours de charpente métallique. Bien. Mais le bâtiment, il faut qu'il vive. Il ne s'agit pas simplement de le construire. Il faut que le bâtiment vive. Et pour être vivant, un bâtiment, il faut qu'il fonctionne. D'abord, il faut qu'il y ait des systèmes d'éclairage. Il faut que donc la partie électricité, tout ce qui est installation électrique. Le bâtiment doit être chauffé, climatisé, ventilé, etc. Donc, dans un bâtiment, vous avez énormément d'équipements. Si vous prenez par exemple un hôpital, les équipements coûteront plus cher que la structure. Donc, si on regarde en termes d'impact sur le coût d'un hôpital, tout ce qui est équipement va coûter plus cher que la structure elle-même. Donc, il y a un enjeu financier important. Ensuite, quand on parle de système de chauffage et de système de climatisation, vous avez des consommations énergétiques, des consommations électriques, des consommations de gaz qui font que l'enjeu, là aussi, il est important. En sachant que, si je prends le cas de l'Algérie, la plupart de nos ressources en devises, elles viennent du gaz et du pétrole. Donc, nous sommes obligés d'économiser cette énergie. Il ne s'agit pas de l'utiliser de manière anarchique. Donc, il faudra bien dimensionner les installations de chauffage, de climatisation, de manière à économiser cette énergie. Et disons que votre spécialité, elle rentre dans ce cadre, c'est-à-dire elle rentre dans le cadre du dimensionnement des installations, mais aussi dans le cadre de tout ce qui est économie d'énergie et tout ce qu'on appelle maintenant le développement durable. Donc, il faut absolument avoir en tête que ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire quand on parle de chauffage et de climatisation, on ne vise pas le confort, parce que la spécialité, c'est le confort, c'est ça. Non, c'est pas le confort. Bon, bien sûr qu'il y a la notion de confort, mais il y a aussi la notion de dimensionner les installations de chauffage et de climatisation dans un but scientifique, de manière à ne pas gaspiller l'énergie. Donc, Maranash, notre problème, c'est le confort. Notre problème,
c'est de dimensionner correctement les installations de manière à avoir une consommation correcte, qui ne soit pas du gaspillage. C'est ça le but, disons, principal, que ce soit dans les installations électriques, que ce soit dans ce qui est installation de clim, de chauffage et tout ce qui est système de ventilation. Donc, il y a un enjeu énergétique important. Et l'Algérie dispose d'une loi sur la maîtrise de l'énergie qui est sortie, si je ne me trompe pas, à la fin des années 90, en 98. Vous avez des décrets exécutifs qui portent sur la réglementation thermique, un décret exécutif qui est sorti en 2000. Donc, si vous voulez, il y a des textes législatifs qui existent où le législateur a donné, disons, des directives pour économiser de l'énergie. Bon, ces directives ne sont pas beaucoup appliquées sur le terrain, mais disons qu'il y a des textes législatifs qui existent. Donc, l'objectif, la formation, équipement de l'habitat, il faut bien avoir en tête que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on appelle du confort ou là des choses comme ça. Non, il y a des textes réglementaires, il y a des textes législatifs, il y a des lois, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement. C'est-à-dire que ce n'est pas Hagdabark. Maranash diroha juste pour le plaisir de faire ça. Non. C'est une spécialité qui est encadrée par des textes législatifs. Au même titre que la réglementation parasismique. La réglementation parasismique, il y a des textes législatifs qui disent que les constructions doivent répondre à des normes sismiques. Dans le domaine dans votre domaine, il y a également des textes législatifs qui disent qu'il faut aller vers la maîtrise de l'énergie et qu'on ne peut pas utiliser l'énergie de manière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a un encadrement législatif. Donc ça c'est pour situer le contexte. Maintenant, pour ce qui nous concerne, on va, comme je disais au début, il y a 3 modules. On va travailler sur 3 modules. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Parlez plus fort ou parlez près du micro, comme ça je vous entends, s'il vous plaît. Si vous, pardon? Vous pouvez l'enregistrer, il n'y a pas de problème. واحد منكم il peut l'enregistrer. وانت تقدر تونجستري يا شيخ. Non, انا ما نقدرش انا je préfère Thomas qui m'a le délégué. C'est lui qui l'enregistre et c'est lui qui la distribue à ceux qui sont absents. D'accord, Inch'Allah. ديروها هكذا parce que هكذا كنت نخدم العام اللي فات il y avait un délégué, c'est lui qui a enregistré. Hein. D'accord, chef. D'accord. Vous pouvez l'enregistrer normalement. Normalement, vous pouvez l'enregistrer. Donc, il enregistre le délégué. Ou vous avez la possibilité de le transmettre aux autres. D'accord, chef. Ok, c'est bon? C'est bon. Alors, ce que je disais, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier semestre, on va travailler, on a sur 3 modules. Il y a un premier module qui s'appelle transfert thermique. C'est un module théorique, mais toute votre spécialité, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire, tout ce qui est transfert thermique, et vous allez faire avec mon collègue, M. Djertab, tout ce qui est thermodynamique, sont des modules théoriques. Ce sont des modules qui sont à la base de votre spécialité. C'est-à-dire, votre spécialité, elle est basée là-dessus. Ensuite, nous allons faire 2 modules pratiques qui sont utilisés, que vous allez utiliser plus tard en bureau d'études. C'est le module de plomberie et le module de réglementation technique. En fait, la réglementation technique qu'on va faire, c'est la réglementation thermique. Hein. Alors, là, la réglementation thermique, je ne vous l'ai pas encore distribuée, je vais vous envoyer ça à votre délégué qui va vous distribuer.
Donc, le calcul de ce qu'on appelle tout ce qui est le calcul de la clim et le calcul des systèmes de chauffage, il est basé sur la réglementation, sur cette réglementation technique. Donc attention, le module de réglementation technique, il est très important, même s'il a un coefficient faible, la formation a un coefficient 1 mais le jour du projet de fin d'études, vous allez utiliser d'abord, quand vous allez travailler sur votre projet, vous allez déjà utiliser le module de réglementation technique. Donc vous êtes obligé de passer par là. Donc c'est le module de base, c'est un module de base. Et ensuite vous avez le module de plomberie, parce que dans tout bâtiment, vous avez de la plomberie, vous avez de l'eau froide, vous avez de l'eau chaude, vous avez des systèmes pour lutter contre l'incendie, etc. Donc vous avez besoin de dimensionner toutes les installations de plomberie. Donc c'est un module également important. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ce sont ces trois modules. Donc un module théorique et deux modules pratiques. Les modules théoriques, ils sont importants, ça vous permet de comprendre un petit peu d'où viennent les équations, d'où viennent les différentes hypothèses, etc. Pourquoi on utilise telle équation plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est important. Bien. Je vous ai envoyé hier un support de cours. Est-ce que vous l'avez reçu? cher. Oui. Oui, cher. Vous l'avez reçu? Oui, cher. Je vous entends pas très bien. Oui, monsieur, oui. Vous l'avez reçu. Bien. Alors, comment on va travailler? Je vais vous envoyer à chaque fois le support de cours à l'avance. D'accord? Vous allez le lire. Vous allez être obligé de faire ce travail-là. Vous allez le lire et vous allez essayer de le comprendre. Bien. Moi, je viens faire le cours sur le support, c'est-à-dire le support de cours, لازم يكون عندكم. Vous devez avoir le support de cours pendant que je fais le cours. Comme ça, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, c'est quoi ce bruit? J'entends du bruit. J'entends pas. Hein. Bon, donc je vous dis, donc il faudra avoir le support de cours à votre disposition. Maintenant, je vais faire le cours sur la base du support. Dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faudra poser des questions. Comme ça, on avance avec le support de cours. D'accord? Bien. Alors, on va essayer de présenter un petit peu le cours de transfert thermique. Donc, cette semaine, et même la semaine prochaine, on va travailler sur deux cours. Le cours de transfert thermique et le cours de plomberie. Le cours de réglementation, il viendra après. Le cours de réglementation, il faut déjà comprendre le cours de transfert, en tout cas le début du cours du transfert, pour commencer à attaquer le cours de réglementation. C'est comme si le cours de transfert thermique, c'est un prérequis du cours de réglementation. Bien. Alors, ce que je vous ai envoyé hier, on va essayer de le regarder. Je vous ai envoyé une introduction au transfert de chaleur. Alors, dans notre spécialité, c'est essentiellement quand on veut dimensionner une installation de chauffage ou là une installation de climatisation, on doit voir comment la chaleur se propage. Comment elle se propage. Alors la chaleur, le problème, c'est qu'on ne la voit pas. Mais on la devine. D'accord? Lorsque vous avez, disons, lorsque vous chauffez un plat,
bon, ben, le plat, il va se réchauffer d'une certaine manière avec certaines hypothèses. Et vous avez plusieurs types d'échanges de chaleur. Alors, les échanges de chaleur, elles sont dues à une différence de température. Vous ne pouvez pas avoir d'échange de chaleur si vous avez la même température, par exemple, des deux côtés d'un mur. Non, là, il n'y a pas d'échange de chaleur. La chaleur ne bouge pas. Elle ne se propage pas. Donc, vous avez la chaleur, il faut retenir que la chaleur, elle se propage toujours du point chaud vers le point froid. Toujours. Donc, quand vous faites un bilan thermique, par exemple, d'un local, vous devez regarder comment le flux de chaleur se déplace. Si on prend par exemple l'hiver, en général, la température à l'intérieur d'un local, elle est supérieure à la température extérieure. Donc si je prends par exemple en hiver à l'intérieur du local, la température elle est à peu près aux alentours de 20 degrés, 21, 22 degrés. À l'extérieur, si je prends le cas d'Alger, si je prends la nuit, à Alger, il fait entre 8 et 10 degrés. Donc, vous allez avoir de la chaleur qui va aller de l'intérieur du local vers l'extérieur. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des pertes de chaleur. On les appelle aussi des déperditions. Donc, vous allez avoir des pertes. Donc, vous avez de la chaleur qui est produite peut-être par une installation de chauffage que vous avez chez vous, par exemple. Cette chaleur, elle est perdue. Donc, il faut la remplacer. Donc, il faut mettre en place un système de chauffage. En fait, le système de chauffage, il va simplement remplacer la chaleur que vous perdez. Pour ce qui concerne le problème d'été, c'est l'inverse. Vous avez à l'extérieur, si je prends le cas d'Alger, vous allez avoir une température à l'extérieur, disons la plus importante, c'est aux alentours de 14 heures, il fait dans les 34-35 degrés. Et vous, à l'intérieur du local, vous visez les 24 degrés, 23, 25, donc vous allez avoir de la chaleur qui va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Et le système de climatisation, il a pour objectif d'évacuer la chaleur qui est en plus. La chaleur اللي راها زياده السخانه اللي راها زياده لازم نخرجوها à l'extérieur. Ça c'est l'objectif du système de climatisation. Donc si on résume, le système de chauffage, vous avez des pertes de chauffage vers l'extérieur, il faut remplacer cette chaleur qui est perdue. Et pour l'été, vous avez de la chaleur qui rentre, il faut la faire ressortir. C'est ça l'objectif du système de climatisation. Maintenant, si je prends le cas toujours d'hiver, prenons le cas d'hiver, si j'ai de la chaleur qui est perdue, pourquoi elle est perdue? Parce que vous allez avoir des parois qui sont mal isolées. Elles ne sont pas isolées thermiquement. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle l'isolant thermique, c'est-à-dire l'azl al-harari, c'est-à-dire celui qui va permettre de garder la chaleur. Si vous avez un bâtiment qui est isolé, qui utilise des matériaux isolants, eh ben la chaleur sera gardée à l'intérieur du local. Et donc vous allez consommer moins d'énergie. C'est par exemple un objet que vous utilisez peut-être chez vous, c'est le thermos. Le thermos, il y a un matériau isolant qui enveloppe la bouteille de thermos. Où là, vous avez le frigidaire, un réfrigérateur à l'intérieur de la maison, les parois sont isolées, c'est-à-dire vous avez un isolant thermique. Donc, avec l'isolant thermique, son rôle, c'est de garder la chaleur ou bien, dans le cas du frigidaire, c'est de faire en sorte que la chaleur ne rentre pas de l'extérieur vers le frigidaire. Donc, l'isolant thermique, il a un rôle important, c'est de garder la chaleur ou ne pas laisser rentrer la chaleur. Ça dépend si on parle d'un problème d'été
ou si on parle d'un problème d'hiver. Donc, les isolants vont faire que vous allez consommer moins d'énergie ou plus d'énergie. Bien. Donc, la chaleur, comment elle se propage? La chaleur, il y a plusieurs mécanismes. Et là, je vous les ai mis sur le support de cours. Vous avez 3 mécanismes de transfert de chaleur. Vous avez c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Le rayonnement, c'est un transfert de chaleur entre 2 surfaces. D'accord? 2 surfaces. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est par exemple un chauffage, un radiateur. Un radiateur, quand vous approchez votre main du radiateur, mais vous ne touchez pas le radiateur, vous mettez votre main un peu éloignée du radiateur, vous allez sentir de la chaleur. Cette chaleur, elle vient du radiateur vers votre main, vers la surface de votre main. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un échange de chaleur par rayonnement entre la surface du radiateur et la surface de votre main. Donc ça, c'est le premier mode d'échange, le mode d'échange ce qu'on appelle le rayonnement de chaleur. C'est un échange entre 2 surfaces. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez un autre mode de chaleur, un autre mode de transfert de chaleur, c'est ce qu'on appelle la conduction. La conduction, c'est un transfert de chaleur à l'intérieur d'un matériau. D'accord? Par exemple, à l'intérieur d'un mur. Ok? Donc, si je prends par exemple un mur, il est composé de briques. Prenons le cas d'un mur composé de briques. Vous allez avoir, si je prends le cas d'hiver, c'est-à-dire vous allez avoir un transfert de chaleur du local vers l'extérieur. Et cette chaleur, elle va traverser le mur. Donc, vous allez avoir un flux de chaleur qui va passer de l'intérieur vers l'extérieur à travers le mur en passant par la brique. Et ce transfert de chaleur, on l'appelle transfert de chaleur par conduction. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans le cours. C'est un transfert de chaleur au sein d'un milieu opaque, solide, sans déplacement de matière. C'est-à-dire, on ne voit rien. Parce que le problème de la chaleur, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, il faut essayer de l'imaginer. C'est comme vous avez de l'eau qui descend, par exemple, d'une colline. OK? Eh bien, vous avez un gradient, c'est-à-dire vous avez l'eau, elle va descendre du point le plus haut vers le point le plus bas. Le transfert de chaleur, il faut l'imaginer. Donc, c'est un déplacement calorifique qui va du point le plus chaud vers le point le plus froid. Donc, si on reprend, vous avez 2 types de transfert de chaleur. Vous avez un transfert de chaleur par rayonnement, c'est un transfert de chaleur entre 2 surfaces, et vous avez un transfert de chaleur par conduction. La conduction, c'est à l'intérieur d'un matériau. Et vous avez un autre transfert de chaleur, c'est ce qu'on appelle la convection. La convection, c'est un transfert de chaleur entre un fluide et un solide. L'exemple celui que vous utilisez le plus, c'est par exemple quand vous avez un plat qui est chaud. Quand vous voulez le refroidir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez souffler dessus. Souffler dessus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez déplacer de l'air à côté du plat qui est chaud. Ce déplacement d'air, qu'est-ce qu'il fait? L'air va prendre la chaleur du plat et va l'emmener ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un fluide qui va prendre la chaleur de la partie chaude. Les fluides, ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau. En été, quand il fait chaud, il suffit quand on veut se refroidir, il suffit d'envoyer de l'eau sur, par exemple, le carrelage. Si vous avez un carrelage qui est chaud à l'extérieur, vous envoyez de l'eau sur le carrelage. L'eau, qu'est-ce qu'il va faire? L'eau va prendre la chaleur qui est sur le carrelage. Donc, c'est ce qu'on appelle
un transfert de chaleur par convection. Donc la convection, elle utilise un fluide. C'est le cas par exemple du radiateur d'un véhicule. Le radiateur d'un véhicule, il se refroidit grâce à l'air extérieur. C'est l'air qui va prendre la chaleur qui vient du moteur par le biais du radiateur du véhicule. Donc les exemples pratiques ne manquent pas. Donc vous avez un transfert de chaleur par rayonnement, c'est entre deux surfaces. Un transfert de chaleur par conduction, c'est à l'intérieur d'un matériau. Et vous avez un transfert de chaleur par convection, c'est-à-dire on utilise un fluide. Ça peut être un fluide, ça peut être de l'air, un fluide, ça peut être de l'eau, comme ça peut être ce qu'il y a dans les frigidaires, ce qu'on appelle des fluides frigorigènes, c'est-à-dire vous avez à l'intérieur des frigidaires, vous avez des fluides qui sont faits spécialement pour transférer la chaleur de l'intérieur du frigidaire vers l'extérieur. Bien. Donc vous avez ces trois modes de transfert. Donc dans le support de cours, je vous ai donné donc trois exemples. Quelqu'un qui est une main, un échange de chaleur entre une poêle et une main. Vous avez un transfert de chaleur par convection au niveau d'un mur et vous avez un transfert de chaleur par conduction. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est bon, vous m'entendez? Là, j'entends personne. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Vous avez compris? Laissez bon, je continue? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, nous avons donc ce qu'il faut retenir, on a trois modes de transfert. Rayonnement, c'est entre deux surfaces. Convection, c'est entre un fluide et une surface. Conduction, c'est à l'intérieur d'un matériau. Bien. On va regarder un petit peu maintenant en détail le chapitre 1 que je vous ai transmis, la conduction en thermique du bâtiment. C'est-à-dire, on va essayer de voir un peu sur le plan théorique comment on exprime ce transfert de chaleur par conduction. Alors, première définition, ça je vous l'ai déjà dit, la conduction c'est un transfert de chaleur au sein d'un milieu opaque, sous l'influence d'une différence de température. Ce que je vous ai dit, la chaleur, elle va s'écouler, donc vous allez avoir un transfert de chaleur sous l'influence d'un gradient de température. C'est-à-dire un gradient, c'est-à-dire une différence de température. Des hautes vers les basses températures. On a l'habitude en thermique du bâtiment de distinguer deux cas. Premièrement, est-ce que la température elle est indépendante du temps? C'est ce qu'on appelle un régime permanent. Est-ce que la température elle évolue avec le temps? Et là, on appelle ça un régime variable. Prenons le cas d'un local. Prenons le cas d'un local en hiver. Est-ce que vous pensez que la température d'un local, par exemple, je ne sais pas, il y a votre logement, prenons le cas de votre logement, est-ce que vous pensez que la température de votre logement, elle évolue avec le temps? Je vous pose cette question-là, en hiver. D'après vous, est-ce que la température... S'il fait frais, on va ressentir la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Non, je prends le cas de l'hiver. D'accord? Vous avez mis votre système de chauffage, comme tout système de chauffage. Est-ce que vous pensez que, d'après vous, est-ce que la température, elle va évoluer au sein de votre local, de votre chambre? Est-ce que vous allez avoir des grandes différences de température à 7 heures du matin, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures? Est-ce que vous allez avoir une grande différence de température? Non, elle va rester constante. Voilà, exactement. Parce que vous avez mis votre système de chauffage. Donc, quand on met un système de chauffage, dans le bâtiment,
très souvent, on a un régime permanent. C'est-à-dire que la température, elle est, même si elle varie un peu, elle varie très peu. Elle varie de 1 degré maximum, un demi-degré pendant toute la journée. Donc, vous allez avoir un régime permanent. Lorsque vous avez un régime variable, c'est-à-dire que vous avez des températures très différentes d'un instant à un autre. OK? Donc, dans le bâtiment, très souvent, on va être dans le cas du régime permanent. On va en parler plus tard. Donc, du point de vue théorique, vous avez deux types de régimes. Un régime permanent, c'est-à-dire que vous avez la température qui évolue, donc un régime permanent où la température reste constante ou quasi constante, et vous avez un régime variable où vous avez une température qui va varier avec le temps. Bien. شيخ Oui. معليش تقدر تبارطاجي ليكرون وديرنا PDF. Je partage quoi? بارطاجي ليكرون تاعك يعني دير PDF. نخاف ولا si je partage l'écran mais ما يكونش عندي la mémoire parce que j'avais essayé ça la dernière fois où j'avais pas pu travailler. Je vais le faire, je vais essayer de le faire. Je vais voir si ça marche. والله ميرسي مسيو صحيح. Je vais partager l'écran, on va voir. Ben, ça dépend de la connexion, hein, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Hein. Bon, C'est bon, vous êtes. J'ai partagé l'écran. Hein. ايه مسيو انا نشوفه بكره. صحيح. ميرسي مسيو. C'est bon, vous avez reçu le document? Il est partagé? Oui monsieur, oui. Bon, donc ça va. Donc, c'est-à-dire que. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La conduction, c'est un transfert de chaleur. Et la température, il y a deux cas, régime permanent, régime variable. Alors, ce que j'ai dit dans le cours, c'est que bon, j'ai un problème maintenant. Ouais, donc la connexion n'est pas bonne puisque moi je n'arrive même plus à lire depuis que j'ai mis l'écran à derrière. Je n'arrive plus à lire le fichier. Bon. Alors la théorie de la conduction, elle repose sur ce qu'on appelle la théorie, sur l'hypothèse de Fournier. L'hypothèse de Fournier, c'est que la densité de flux, c'est-à-dire que le flux de chaleur, il est proportionnel au gradient de température. Donc c'est ce qui est écrit. Le flux, on l'appelle, on le nomme en général grand phi. Grand phi, il est égal à un gradient de température fois un coefficient lambda. D'accord? Un coefficient lambda avec un signe moins.
Alors, le flux de chaleur, alors lambda, on l'appelle la conductivité thermique. Ce qu'on appelle la conductivité thermique. Et son unité, c'est en watts par mètre par Kelvin. Alors vous avez plusieurs types de... Alors le lambda, la conductivité thermique, elle concerne les matériaux. D'accord? Et la conductivité thermique, elle varie beaucoup entre les matériaux. Alors vous avez 4 familles de matériaux. Donc attention, la conductivité thermique, elle caractérise un matériau. Elle ne caractérise pas une paroi. Elle caractérise un matériau. Ça, c'est très important parce que très souvent, les étudiants, ils font cette erreur. Ça caractérise un matériau. Donc, vous avez ce qu'on appelle des matériaux très conducteurs, c'est-à-dire qu'ils conduisent beaucoup la chaleur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des isolants thermiques, ils n'isolent rien du tout. Ce sont ce qu'on appelle les métaux. En général, l'exemple, c'est les métaux. Tout ce qui est cuivre, acier, fer, etc., sont des matériaux qui sont très conducteurs. La conductivité thermique, elle varie entre 50 et 450 watts par mètre par Kelvin. Le cuivre, je crois qu'il est aux alentours de 300, voire la 320 ou la 350. Donc, il y a les matériaux très conducteurs, ce sont les métaux. Ensuite, vous avez des matériaux qu'on va appeler conducteurs, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont très mauvais sur le plan thermique, qu'on utilise, nous, dans le bâtiment. C'est par exemple, l'exemple le plus classique, c'est le béton. Vous avez tout ce qui est pierre aussi, les constructions en pierre. Donc, par exemple, le béton, sa conductivité thermique, elle tourne autour de 1. Elle est aux alentours de 1,15. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence entre du béton et un métal. Vous avez une différence qui peut aller jusqu'à 350 fois plus faible. Si je prends le cuivre qui est à 350, et si vous avez du béton qui est à 1, donc le béton, il est 350 fois plus isolant que le cuivre. Mais ça reste un matériau de mauvaise qualité sur le plan thermique. Ensuite, vous avez les matériaux mauvais conducteurs, c'est-à-dire qu'ils ne conduisent pas bien la chaleur. Ça veut dire qu'ils isolent, c'est-à-dire que ce sont de bons isolants. Mais ce ne sont pas des isolants thermiques au sens de la définition de l'isolation thermique. Ce sont des matériaux qui sont bons sur le plan thermique. Donc, ceux qui sont les plus connus, c'est la brique, le bois, le plâtre, etc. Eux, leur conductivité thermique, elle tourne entre 0,1 jusqu'à 1 watt par mètre par Kelvin. Et puis, vous avez la quatrième famille, c'est la famille des isolants thermiques, ce qu'on appelle les matériaux isolants thermiques. C'est tout ce qui est liège, laine de roche, laine de verre, polystyrène, etc., etc. Et donc, leur conductivité thermique, elle est entre 0,03 et 0,1 watts par mètre par Kelvin. Donc, vous avez les matériaux isolants thermiques. Alors, attention, hein, le plâtre, le bois, etc. ne sont pas des isolants thermiques. Hein. Ce sont des matériaux qui sont corrects sur le plan thermique. Mais ce ne sont pas des isolants thermiques. Un isolant thermique, c'est la conductivité Tao, elle est plus basse que, elle est pratiquement aux alentours de 0,03, 0,04 watts par mètre par degré d'écart. Alors, plus la conductivité est élevée, c'est-à-dire plus lambda, la valeur de lambda est élevée, c'est-à-dire moins le matériau est isolant. C'est-à-dire un matériau isolant, c'est un matériau qui a une conductivité lambda très faible.
Ensuite, deuxième remarque, le coefficient lambda, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend beaucoup de l'humidité du matériau. Plus le matériau il va être humide, plus il va conduire l'électricité, oui, mais il va aussi conduire la chaleur. D'accord? L'humidité fait croître la valeur de lambda. Parce que l'air est remplacé par de l'eau, et l'eau, il a une conductivité importante. Donc, la conséquence, c'est quand on indique une valeur de lambda, il faut toujours donner la température et le degré d'humidité du matériau pendant la mesure. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous achetez un matériau, par exemple, vous allez acheter du liège. Le fabricant, il va vous dire, moi, mon liège, il a une conductivité thermique de 0,0 quelque chose. Mais dans quelles conditions il a fait l'essai? Est-ce que la conductivité du liège qu'il donne, c'est pour le matériau sec, ou est-ce qu'il donne la conductivité du liège pour le matériau, disons, avec un peu d'humidité? Parce que dans la pratique, dans le bâtiment, la brique que vous utilisez ou le liège que vous utilisez, ce ne sont pas des matériaux qui sont secs. Dans la réalité, dans leur vie, les matériaux, il y a l'humidité de l'extérieur, il y a parfois un peu la pluie, l'humidité qui est produite à l'intérieur des logements, quand vous faites par exemple la cuisine, quand vous faites par exemple le ménage. Donc le local, il est humide. Donc le matériau, il est humide. Donc, on utilise, donc le matériau réel, il a une certaine humidité. Donc sa conductivité n'est pas la même que la conductivité qui est donnée par le fabricant. Le fabricant, en général, il donne la conductivité pour le matériau sec. Donc il y a une différence entre la conductivité du matériau sec et la conductivité du matériau avec une humidité. C'est pour cela que dans la pratique, dans les calculs, on va utiliser la notion de conductivité utile. La conductivité utile, c'est la conductivité du matériau qui a une certaine humidité. Et donc nous, quand on va faire les calculs pour la clim et pour le chauffage, pour dimensionner le système de chauffage et pour le système de climatisation, on va utiliser la conductivité utile. On ne va pas utiliser la conductivité du matériau sec. Bien. On va passer par exprimer les équations. Si on prend une paroi, donc vous avez le schéma, si vous avez une paroi dont l'une des faces, elle a la température T1. Donc moi sur le schéma, j'ai mis à gauche. Donc vous avez une sorte de cube. Donc on peut imaginer que c'est une maison, que c'est une paroi ou là, que c'est une brique, peu importe. Vous avez une de ces faces qui est à la température T1 et l'autre face qui est à la température T2, en sachant que T1, il est supérieur à T2. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un flux de chaleur de la paroi 1 vers la paroi 2, selon un axe que j'ai défini ici sur la figure, selon l'axe des X. L'équation de Fourier, si je l'exprime sous la forme algébrique, selon l'axe des X, donc le flux de chaleur, phi, est égal à moins lambda fois la surface d'échange fois la dérivée partielle de la température par rapport à X. Et je peux faire la même équation selon l'axe des Y et selon l'axe des Z. C'est-à-dire la différence de température delta T sur dx sur l'axe des X. Donc vous avez une différence de température. Donc dans notre cas, la différence de température, c'est T2 moins T1. Donc vous avez une différence de température selon l'axe des X. Je multiplie ça par S, je multiplie ça par moins lambda, j'ai mon flux de chaleur. Ça, c'est l'application de la loi de Fourier. Dans la pratique, donc, le flux de chaleur, grand phi, il est exprimé en watts. D'accord? Il est exprimé en watts.
Mais dans la pratique, on utilise aussi la densité de flux. La densité de flux, c'est tout simplement ce flux de chaleur en watts que je divise par la surface et qui est égal à moins lambda fois la dérivée de t par rapport à x. Cette densité de flux, elle est exprimée en watts par mètre carré. Bien. Donc, si je résume cette première page de cours, si on parle de la conduction, elle obéit à la loi de Fourier. Le flux de chaleur, il va aller selon l'axe des X, selon l'axe des Y, selon l'axe des Z. Le flux de chaleur, il s'exprime, c'est moins lambda fois S fois la dérivée partielle de la température par rapport à X. Lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité thermique, et que la conductivité thermique, elle dépend de la nature du matériau. Ce n'est pas le même lambda si on utilise du béton ou si on utilise du liège. Donc vous avez des valeurs différentes, en sachant que la valeur de lambda, elle dépend aussi de l'humidité. C'est pour ça qu'on introduit dans les calculs la notion de conductivité thermique utile. Des questions sur cette première page? Des questions sur cette première page? Je ne vous entends pas. Non, monsieur. C'est bon, vous m'entendez bien quand je fais le... Normalement, oui. Bien. Passons à la deuxième page. Alors, la deuxième page, pour pour écrire l'équation de la chaleur, il faut définir un système. Donc là, c'est un peu ce qu'on fait en thermodynamique. Je définis un système. Le système, dans notre cas, ça peut être un local. Dans notre cas, c'est un local, le système. Donc, dans un local, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un flux de chaleur qui va rentrer, vous allez avoir un flux de chaleur qui va sortir, vous allez avoir un flux de chaleur qui va être généré, c'est-à-dire qui va être produit à l'intérieur du local, et puis la chaleur aussi, quand elle va rentrer, elle va être stockée. Comment? Alors, ce qu'il faut savoir, tous vous habitez, donc la plupart d'entre vous, vous habitez des structures en béton, des structures lourdes. Qu'est-ce qui se passe en été? Prenons un cas en été. En été, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la chaleur, plutôt que, si je vous pose la question, je vais commencer par là, je vous pose la question, en été, est-ce que le soir, est-ce que la température chez vous, le soir, est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à la température extérieure? Si je vous pose la question en été. Inférieur, monsieur. Donc si vous êtes inférieur, ça veut dire que vous êtes climatisé. Moi, je sais que chez moi, par exemple, le soir, quand je préfère sortir dehors, parce que dehors, il fait meilleur qu'à l'intérieur de chez moi. Parce que chez moi, le soir, il fait très chaud à l'intérieur de mon appartement. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On ouvre les fenêtres pour ventiler, pour créer un courant d'air, parce qu'il fait très chaud. Est-ce que vous avez observé ce phénomène? Oui ou non? Oui, monsieur. D'accord. Tous ceux qui habitent un appartement, il fait meilleur dehors. C'est clair. Sauf si vous êtes climatisé.
Mais si je prends le cas de quelqu'un qui n'est pas climatisé, dehors, il fait meilleur. D'ailleurs, c'est pour cela que tous les Algériens, le soir, en été, ils sortent. Mais quand ils rentrent dans l'appartement, il fait trop chaud. Sauf s'il ouvre les fenêtres, et parfois, même en ouvrant les fenêtres, il fait encore trop chaud. Alors, je parle d'Alger, où je suis al Bahri. Mais si vous allez à l'intérieur du pays, hein, dans les villes de l'intérieur, ou là dans les villes du sud, les Ma'anoumch al Bahri, qui n'ont pas le vent, l'air marin, l'appartement, il est invivable la nuit. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de sortir de leur appartement parce qu'il fait trop chaud. Alors, pourquoi? Quel est le phénomène? C'est parce que vous avez la chaleur de la journée qui est stockée dans les matériaux. Parce que le matériau, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, la chaleur, elle traverse le matériau. Par exemple, un mur en béton. La chaleur va traverser ce mur en béton. Mais la chaleur, elle va également être stockée. Une partie de cette chaleur va être stockée dans le mur en béton. Donc, vous allez avoir un stockage de chaleur. À la fin de la journée, la nuit, qu'est-ce que va faire le mur? Eh bien, il va se décharger. C'est-à-dire la chaleur qu'il a stockée pendant la journée, il va la décharger et il va transmettre cette chaleur à l'intérieur du local. Puisque comme la température va baisser la nuit, on a dit la chaleur va toujours du point chaud vers le point froid. Le mur, lui, il est chaud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer de la chaleur par rayonnement, par convection. Il va l'envoyer à l'intérieur du local. Donc, vous allez avoir un sentiment de chaleur parce que vous allez avoir de la chaleur qui vient des murs, qui vient de la toiture. Surtout ceux qui habitent le dernier niveau d'un immeuble, si vous allez le soir, en été, si vous touchez de votre main, moi je l'ai fait, hein, si vous touchez avec votre main le mur, enfin la toiture, vous allez trouver la toiture schrona. Donc elle est en train de décharger de la chaleur dans votre local. Donc vous allez avoir une chaleur qui est stockée. Bien. Donc vous allez avoir trois types de chaleur. Donc si je fais un bilan, si je reprends mon équation de la chaleur, qu'est-ce que j'ai? Si j'applique le premier principe de la thermodynamique et je fais un bilan énergétique, donc le flux de chaleur qui entre, plus le flux de chaleur qui est généré à l'intérieur du local, il est égal au flux de chaleur qui sort, plus le flux de chaleur qui est stocké. D'accord? Le flux de chaleur qui entre, il y a une partie qui est stockée, et puis il y a une autre partie qui va sortir. Donc, c'est ce que j'ai mis dans l'équation que j'ai donnée dans le cours. Donc, vous allez avoir, donc si vous regardez votre bilan, vous avez phi E, c'est le flux de chaleur qui entre, plus le flux de chaleur qui est généré, il est égal au flux de chaleur qui sort, plus le flux de chaleur qui est stocké. Bien. Alors, dans le cas du bâtiment, le flux de chaleur à l'intérieur d'un mur de flux de chaleur qui est généré. Parce que générer de l'énergie, c'est lorsque vous avez, par exemple, une énergie chimique ou la mécanique qui est produite à l'intérieur du mur. Dans le cas du bâtiment, ça c'est une équation générale, mais c'est une équation qu'on peut appliquer à tous les systèmes, hein, pas seulement le bâtiment. Si vous pouvez faire le bilan énergétique dans un avion, vous pouvez faire le bilan énergétique dans un véhicule, dans un sous-marin, je ne sais pas, dans n'importe quoi. Donc, dans le cas du bâtiment, on n'a pas de génération d'énergie à l'intérieur des parois, à l'intérieur des murs. Donc, avec le φG, en général, il est pris égal à 0. Maintenant, le stockage d'énergie, le flux stocké, il est égal, je vous ai donné la formule, c'est égal à la masse volumique, ρ, fois le volume du système, fois C, C c'est la chaleur massique, en joule par kilo par degré, ou par Kelvin, fois la variation de la température par rapport au temps.
Donc là, c'est la variation de la température par rapport au temps. Et ce n'est pas la variation de la température par rapport à x. Hein, ne pas confondre avec l'équation de Fourier. Donc c'est la variation de la température par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on remarque si je regarde cette équation? Donc c'est la masse volumique fois le volume fois la chaleur massive. C'est-à-dire le stockage, il est important si la masse volumique est importante. C'est-à-dire si vous avez un matériau qui est lourd, comme le béton, où la masse volumique est importante, vous allez avoir un stockage important. Si vous avez un matériau léger, par exemple si je prends du bois, si par exemple une construction en bois, où la masse volumique elle est beaucoup plus faible que le béton, eh bien, vous allez avoir un stockage qui est plus faible. En fait, le stockage dans le bâtiment, il est fortement corrélé à la masse volumique. Plus le matériau est lourd, plus vous allez avoir de stockage. Et donc, si vous avez du stockage, vous allez avoir un transfert de chaleur qui est différé. C'est-à-dire, vous allez stocker de l'énergie pendant la journée et vous allez transmettre de l'énergie pendant la nuit. Bien. Donc, on a écrit l'équation et donc, on va admettre que la génération n'existe pas. Bien. Prenons le cas d'un mur. Prenons le cas d'un mur selon un axe des X, selon la figure qui est donnée, et je vais prendre une tranche d'un mur, une partie d'un mur entre X et X plus dx. D'accord? J'ai découpé mon mur en plusieurs tranches de largeur dx et je vais faire le bilan sur ce système. Donc mon système, ça va être la tranche du mur. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de cette tranche? J'ai une énergie qui entre, que j'ai appelée phi x. J'ai une énergie qui sort de cette tranche, qui s'appelle phi x plus dx. J'ai une énergie qui est générée et j'ai une énergie qui est stockée à l'intérieur de ma tranche dx. Si je fais mon bilan, comme je l'ai fait par ailleurs, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'énergie X plus l'énergie qui est générée, c'est égal à l'énergie qui sort, donc X plus dx, plus l'énergie qui est stockée. Si j'applique la loi de Fourier, l'énergie qui entre, c'est moins lambda S, la dérivée de la température par rapport à X, selon l'axe des X. On a dit qu'on allait négliger l'énergie qui est générée. L'énergie, c'est-à-dire le flux de chaleur qui sort, c'est-à-dire en X plus dx, c'est toujours la loi de Fourier, c'est moins lambda S, la dérivée de la température par rapport à X, mais cette fois-ci en X plus dx. Et l'énergie stockée, c'est la masse volumique fois chaleur massique fois le volume, et le volume il est égal à la surface fois dx. Et je dérive la température par rapport au temps. D'accord? Donc j'applique l'équation phi x plus phi g égale phi x plus x plus st et je divise par dx. Qu'est-ce que je vais avoir? Le phi x plus dx, puisqu'il y a un signe moins, quand je le fais passer de l'autre côté, il devient positif. Donc je vais avoir lambda s dérivé de la température par x en x plus dx, moins lambda s, la dérivée de la température par rapport à x en x, et je fais passer tout ce qui est stocké, ça me fait rho cs, la dérivée de la température par rapport au temps. Comme j'ai divisé par dx, donc le dx disparaît. Bien. Et j'obtiens
comme j'ai divisé par dx, j'obtiens la dérivée seconde, d sur dx, de lambda s d sur dx, elle est égale à rho c, c'est-à-dire la masse volumique fois la chaleur massique fois la surface, fois la dérivée de la température par rapport au temps. Hadi, c'est ce qu'on appelle l'équation de la chaleur, dans le cas le plus général. C'est-à-dire, c'est avec ça que les logiciels travaillent. Parce que vous avez des logiciels de calcul, ils travaillent avec cette équation de la chaleur. Cette équation de la chaleur, je peux l'exprimer dans le cas général, pas seulement par rapport à l'axe des x, mais par rapport à l'axe des y et par rapport à l'axe des z. Et donc, dans le bâtiment, on va utiliser cette équation, celle que je vous ai donnée dans le cours, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à x de lambda x dt sur dx, la dérivée partielle, donc c'est la dérivée seconde en fait, hein, c'est la dérivée seconde de la température par rapport à y, la même chose par rapport à z, et ça c'est égal à rho c, c'est-à-dire la masse volumique fois la chaleur massique fois la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Allège parce que la surface, elle est simplifiée, hein, parce que la surface S, elle se retrouve des deux côtés, donc ça se simplifie. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est cette équation-là. Cette équation, elle vient de la loi de Fourier. Il suffit de l'appliquer, de faire un bilan au niveau d'une tranche dx, et on trouve cette équation. Maintenant, dans le bâtiment, on peut faire un certain nombre de simplifications. D'abord, la première simplification que l'on fait en général, c'est que la conductivité thermique, elle est la même selon toutes les directions. Ça veut dire qu'on va admettre que le matériau, il est isotrope. Isotrope, c'est-à-dire que vous allez avoir la conductivité thermique, elle est la même dans toutes les directions, et on va admettre que le matériau, il est homogène, c'est-à-dire la conductivité en un point X, c'est la même chose qu'en un point Y. Donc ça veut dire que le lambda, il est le même, et donc dans l'équation de la chaleur, ça se simplifie. Le lambda est pair. Donc vous allez avoir l'équation qui est égale à la dérivée seconde de la température par rapport à x, plus la dérivée seconde de la température par rapport à y, etc., moins 1 sur a. Alors je fais passer la dérivée de la température par rapport au temps, je la fais passer à gauche, et bien. Je vous laisserai lire la définition de la diffusivité thermique. Donc, c'est la capacité d'un matériau à imposer sa température au milieu extérieur. Donc, ça, je l'ai expliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ça, vous avez votre bien. Autre simplification, on en a parlé tout à l'heure, c'est que dans la pratique, on va admettre que dans le cas du bâtiment, vous allez voir comme observation, c'est que la température, elle varie pas beaucoup en fonction du temps. C'est-à-dire que vous allez avoir une température qui est quasi constante. Donc cette température qui est quasi constante, donc ça veut dire que la dérivée de la température par rapport au temps, c'est égal à 0. Et donc, l'équation de la chaleur, elle devient dérivée seconde par rapport au temps, par rapport à x au carré, plus la même chose par rapport à y au carré, etc. Donc, quand je dérive deux fois par rapport à x, à y et à z, et je fais la somme, eh bien, je vais trouver égal à 0. Bien. Donc, à partir de là, nous avons notre équation de la chaleur qui est donnée pour la conduction. Donc voilà un petit peu
ce qu'on peut dire sur la conduction de manière théorique. Donc, si on reprend depuis le début, on va faire un résumé dans le cours d'aujourd'hui. Et après, on va s'arrêter et on va essayer de voir, de faire un bilan. Premièrement, il y a, lorsqu'on fait un travail, un dimensionnement de chauffage et de climatisation, on doit faire ce qu'on appelle un bilan thermique. Bilan thermique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder la chaleur qui entre, la chaleur qui sort dans mon local. OK? Quand je fais mon bilan, ça va me permettre de dimensionner mon installation de chauffage et mon installation de climatisation. Bien. Une fois que j'ai fait mon bilan, comment je fais mon bilan? Je le fais en faisant le bilan des transferts thermiques. Les transferts thermiques, il y a 3 modes de transfert. On a le rayonnement, c'est un transfert entre 2 surfaces. Nous avons un transfert de chaleur par conduction, donc c'est à l'intérieur d'un matériau, et un transfert de chaleur par convection, c'est entre un fluide et un matériau. Dans le cas du bâtiment, nous avons ces 3 modes de transfert. La conduction, c'est à l'intérieur d'un matériau, par exemple un mur en béton. Transfert de chaleur par rayonnement, c'est un transfert de chaleur entre 2 surfaces, par exemple entre la toiture et le mur. Dans un local, vous avez plein de surfaces. D'accord? Donc, vous allez avoir des transferts de chaleur entre plusieurs surfaces. Par exemple, entre la façade et les murs intérieurs. Vous allez avoir un transfert de chaleur par rayonnement. Et vous avez aussi un transfert de chaleur par convection. Dans un bâtiment, la convection, c'est entre un fluide et une paroi. Dans le cas du bâtiment, le fluide qui existe le plus, c'est l'air. L'air, donc, participe au transfert de chaleur entre plusieurs parois. Bon. Donc, il y a ces 3 modes de transfert. Maintenant, si on prend le cas de la conduction, on a la conduction, elle obéit à la loi de Fourier, c'est-à-dire que le flux de chaleur, il est égal à moins fois lambda fois un gradient de température. C'est toujours des températures les plus élevées vers les températures les plus basses. Le lambda, c'est la conductivité thermique. Cette conductivité thermique, elle dépend du matériau. Bien, donc ça c'est la loi de Fourier. Si on l'écrit sous forme algébrique, donc vous allez avoir une variation de la température par rapport à x, selon l'axe des x ou selon l'axe des y ou selon l'axe des z. Lorsque vous écrivez votre système et que vous négligez que la partie qui est générée, vous allez avoir une équation générale qui est donnée par la dérivée seconde par rapport à x, plus la dérivée seconde de la température par rapport à y, etc., moins 1 sur A, la dérivée de la température par rapport au temps, elle est égale à 0. Cette équation-là, elle est très utilisée au niveau des logiciels de calcul, parce qu'il y a des logiciels de calcul en thermique du bâtiment. Et vous pouvez faire donc un certain nombre de simplifications. Parmi les simplifications, on admet que la conductivité, elle est la même partout, elle est homogène, que la conductivité thermique, que le matériau est isotrope, homogène, donc la conductivité thermique, elle est la même en tout point et elle ne varie pas. Donc on peut simplifier et on peut admettre aussi, dans le cas du bâtiment, que la variation de la température par rapport au temps, elle est nulle, donc nous sommes en régime permanent et on obtient un certain nombre de simplifications et on obtient une simplification au niveau de l'écriture de l'équation de la chaleur. Bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier cours? Je vous écoute. Je vous écoute, je n'entends rien. Hein. Normalement, c'est clair, monsieur. Voilà. Alors, si c'est clair, tant mieux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relire ce cours, si vous avez des questions, vous les posez la prochaine fois.
Et vous allez les poser la prochaine fois et on va essayer de revenir, s'il faut revenir sur un des points. Bon. Monsieur, Maintenant, bon, aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, donc, on va se voir jeudi. Jeudi, on va faire un cours de plomberie. On a cours de 9h à 10h. Donc, ah non, on a 2 heures ensemble. Jeudi, je vois transfert thermique et plomberie. Donc, on va essayer de faire les deux. On va faire un peu de transfert thermique et on va faire un peu de plomberie. Bien. Donc maintenant, ce que je vais demander, donc je vais demander aux délégués donc de m'envoyer un message. Vous m'envoyez un message et vous me demandez de vous envoyer les supports. Comme ça, je vais vous envoyer les supports dans le prochain cours de transfert thermique et le support dans le cours de plomberie. OK? Ok, cher. Voilà, donc vous m'envoyez un message, je vais vous envoyer ça tout de suite. Aujourd'hui, je vous envoie le, euh, le cours. Bien. Donc peut-être que donc lundi prochain, Inch'Allah, on va essayer de faire parce qu'on aura peut-être à faire des exercices. Donc s'il y a des exercices à faire, on va les faire blaqal alena et on va faire une séance ta'tel soir. Bien. C'est monsieur, bon? Oui? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Les équations seront toujours égales à 0. Dans le cas du régime permanent. D'accord. D'accord. Même si le conducteur est différent. C'est- Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est une équation générale. Donc, transfert de chaleur par conduction, puisque le lambda, donc c'est simplifié, donc ça ne dépend pas du matériau. La conduction, c'est le transfert, c'est-à-dire la dérivée seconde de la température par rapport à X, plus la dérivée seconde de la température par rapport à Y, plus la dérivée seconde, etc., il est égal à 0 dans le cas du régime permanent, c'est-à-dire dans le cas où la température elle est indépendante du temps. Donc vous avez toujours cette égalité égale à 0. OK? D'accord, ok. Merci, monsieur. Maintenant, si vous n'avez pas un régime permanent, c'est-à-dire que par exemple les logiciels, bon, il y a des logiciels que vous pouvez télécharger, qui sont gratuits, etc., qui eux travaillent ce qu'on appelle en régime dynamique. C'est-à-dire régime dynamique, c'est le contraire du régime permanent. C'est-à-dire que la température, elle varie en fonction du temps. À ce moment-là, on ne va plus mettre égal à 0, on va utiliser l'autre équation, c'est-à-dire moins 1 sur A, on va rajouter moins 1 sur A, la dérivée de la température par rapport à la température, par rapport au temps. Et A, c'est égal à lambda sur ρ fois C. Lambda, c'est la conductivité, ρ, c'est la masse volumique, et C, c'est la chaleur massique. C'est-à-dire que dans le cas où vous avez un régime instationnaire, c'est-à-dire non stationnaire, c'est-à-dire vous avez un régime dynamique, c'est-à-dire vous avez un régime variable. Donc, ça veut dire la même chose. Hein. Dynamique, variable, instationnaire, ça veut dire la même chose. Lorsque vous avez un régime variable, là, les dérivées, la somme des dérivées secondes n'est plus égale à 0 et elle va dépendre du matériau parce que le matériau, sa conductivité lambda, va avoir la masse volumique et sa chaleur massique. Donc, dans ce cas-là, ça dépend du matériau. Dans le cas où vous avez un régime dynamique, là, le matériau, il rentre en compte puisqu'on a la valeur de A, c'est-à-dire la diffusivité thermique qui entre en jeu. Une autre question? D'accord, ok, monsieur. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Bien. الشيخ تيدي يكون لاصيري تاعو تكون على هاد الشابير. مازال هادو سي دي كور تيوريك داكور في لا تيوري ما عندناش بزاف لي زيكزارسيس كي نلحقوا لا براتيك كي نلحقوا لي زيكزارسيس براتيك تماك يكونوا لي زيكزارسيس اوكي داكور. دونك بور لانستون
il faut comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une culture. D'accord. Il faut avoir une culture générale باش تعرفوا منين جاو les équations. كيفاش تخدموا les équations. Parce que انا نقدر نعطيكم directement des exercices من بعد ما تفهموش منين جاو les équations. Ok, si demain vous voulez faire une spécialité, vous voulez faire un doctorat, ou là, je sais pas, واش حبيتوا ديروا من بعد. بالك y en a qui c'est-à-dire هاد la théorie هادي ما تسحقوهاش في البيرو d'études. D'accord. Celui qui veut faire du bureau d'études, bon, واش خدمنا دركا اليوم, c'est un peu de théorie, bon مليحه تكون على بالكم منين جاو les équations, mais vous n'allez pas l'utiliser. Mais celui qui demain veut faire un doctorat par exemple, veut faire de la recherche, هادو les équations هادو هما الصح. D'accord. كلشي مبني على هاد les équations. Surtout هاد l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur, c'est la base de votre spécialité. C'est-à-dire que normalement, vous devez maîtriser cette équation de la chaleur. Donc, on va faire un peu de théorie. C'est pour ça qu'on va faire le module théorique. ما نروحوش بعيد mais بصح quand même نحلو شويه. C'est-à-dire on va approfondir un petit peu هاد l'équation de la chaleur. نروحو بالعقل. D'accord. D'accord, chef, merci. D'autres questions? C'est bon? Bien. Est-ce que vous avez commencé à faire des cours déjà? ما اليوم كان الكور الاول تاعنا معاك شاف. كيفاش؟ الكور الاول تاعنا كان عارف اليوم بدينا. البارح بديتوه؟ اليوم. اليوم. D'accord. خلاص. Bon, d'accord. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, le délégué Medabik, vous me contactez maintenant. Et je vous envoie les documents, ou là, ce soir, je vais vous envoyer le deuxième cours de transfert et un cours de plomberie. D'accord. D'accord. Et vous le préparez pour le jeudi. Vous le préparez, vous le lisez. Tant mieux. Vous m'arrêtez et je vous explique. Et on trouve les explications. Ok. Très bien. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. On lève la séance. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, صحيح. Merci, monsieur. Allez,